Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je m'appelle Diane Dupré-Latour et je suis cofondatrice des Petites Cantines. Les Petites Cantines, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de restaurants participatifs et à prix libre. Vous y trouverez une alimentation de qualité et des relations de qualité avec des personnes de différentes générations, différents parcours de vie. Bref, ici, on s'intéresse à la fois à ce qui se passe dans l'assiette et à ce qui se passe au-dessus de l'assiette. Concrètement, la proposition des Petites Cantines, elle est toute simple. Venez prendre votre place à table au milieu des autres. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent venir faire la cuisine avant ensemble et après, c'est ambiance comme à la maison. Vous pouvez donner un petit coup de main pour mettre le couvert, pour passer les plats, pour faire la vaisselle. Et sur place, il y a des maîtres de maison d'un jour qui sont là pour vous accueillir, pour faire en sorte que vous sentiez bien. Et il y a un ou deux responsables de cantine salariés qui est là pour superviser le restaurant. Au moment de payer, eh bien, vous donnez ce que vous voulez. Tout le monde donne quelque chose, mais chacun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut. Ça permet au restaurant d'être autonome et de ne pas dépendre de subventions pour fonctionner. Bref, dans ces restaurants participatifs, on fait chaque jour l'expérience de la confiance. Et ce n'est pas anodin dans un pays où 2/3 des habitants pensent qu'on ne se méfie jamais assez les uns des autres. Ça, c'est les chiffres du Crédoc qui ont été publiés en janvier 2023. Ici, on est dans un restaurant à but non lucratif, mais cette appellation, elle n'est pas tout à fait juste. En fait, les Petites Cantines, c'est plutôt un restaurant à but fiduciaire et à moyen non lucratif. Alors, fiduciaire, je prends mon dictionnaire, je l'ouvre à la lettre F, et dans le Larousse, je lis que fiduciaire se dit des valeurs fondées sur la confiance accordée à celui qui les émet. Donc, les Petites Cantines, c'est bien un restaurant à but fiduciaire, puisque ce sont des lieux où s'expérimente et se transmet la confiance. L'argent n'est pas une finalité, mais un moyen, et c'est la création de confiance qui est le but. Et ça marche. Les convives en ressortent en général non seulement nourris, mais aussi plus heureux, enrichis et vraiment restaurés. Cependant, qu'est-ce que la confiance? Comment la décrire? Comment la définir? C'est là que nos compétences en cantine s'arrêtent et que nous avons besoin des philosophes, ces cuisiniers de la pensée et des concepts, pour nous nourrir et nous alimenter. Marc Ougnadi, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vous avez enfilé le tablier ce matin avec nous. Vous avez cuisiné, vous avez mis le couvert, vous avez déjeuné, vous avez fait la vaisselle. Et maintenant, si vous reste un peu de force, vous allez nous apporter quelques ingrédients pour réfléchir à ce que c'est que la confiance. Marc Ougnadi, c'est un nom d'origine hongroise. Cependant, vous êtes né à Genève et vous vivez en Belgique. C'est ça. Donc vous allez nous raconter ça. Merci en tout cas de nous faire l'amitié de venir de Bruxelles. Vous êtes professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Vous êtes également professeur associé à l'Institut Mines Télécom de Paris et membre de plusieurs comités éthiques en France. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Au début et la confiance, paru aux éditions Au bord de l'aube en 2020. Au bord de l'eau. Et puis le second âge de l'individu qui vient de sortir en mars 2023 chez PUF. Voilà, alors racontez-nous, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur ce sujet de la confiance? Merci d'ailleurs d'abord de m'accueillir. J'ai été très bien accueilli, donc c'était une vraie expérience de confiance. Écoutez, pourquoi la confiance? C'est un long chemin et plusieurs fils m'ont mené à ça. Mais disons, le fil le plus évident, c'est le fil, au fond, philosophique au cours de mes travaux, de mes recherches, où je me suis rendu compte que tous les grands auteurs de la théorie de la société, si vous voulez, de Hobbes au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, les grands penseurs de la société, en fait, mentionnaient tous qu'il n'y avait pas de société sans confiance. Ça, ils le disent tous. Mais en réalité, eux-mêmes fondaient
leur théorie de la société sur toute autre chose que la confiance. Et j'en ai été donc... j'ai trouvé là une incitation, si vous voulez, me disant qu'il y avait là quelque chose comme un point aveugle, quelque chose qui méritait réflexion, et c'est effectivement ce que j'ai fait. C'est-à-dire, dans ce livre, je tente une théorie de la confiance. C'est une chose qui n'existe pas vraiment en philosophie. Il y a eu des tentatives, c'est surtout les sociologues, les économistes qui s'en sont chargés, mais vraiment une théorie de la société en tant que telle, fondée sur la notion de confiance, il n'y en avait pas, alors même que tout le monde reconnaît l'importance capitale de la confiance dans les relations sociales en général. Donc c'est ça qui m'a motivé, entre autres choses, à travailler sur la confiance. Et bon, en même temps, ce livre sur la confiance est une étape sur un plus long chemin encore, si on veut, parce qu'en fait, il y a un enjeu fondamental dans une théorie de la confiance. Ce n'est pas juste m'amuser à définir un concept sur lequel les philosophes ne se sont pas trop attardés. Il y a un enjeu plus fondamental, c'est que je trouve que la confiance, en réalité, est le bon paradigme, si vous voulez, le bon moyen pour contrer l'individualisme d'aujourd'hui, de façon, si vous voulez, comment dirais-je, pas seulement morale, c'est-à-dire pas seulement dire oui, il y a trop d'individualisme aujourd'hui, on est trop individualiste, etc., puis on le regrette, puis on aimerait remettre un peu de solidarité et de fraternité là-dedans parce qu'on en manque. Non, le but, en fait, c'est de montrer que notre société individualiste, telle qu'elle existe, telle que, par exemple, elle est aussi consignée dans les droits de l'homme, les droits de l'homme qui sont quand même le plus haut texte normatif de nos sociétés, sont fondamentalement individualistes, reposent sur une certaine conception de l'individu. Eh bien, il s'agissait pour moi de montrer que cette conception d'individu sur laquelle repose cet individualisme, qu'il soit moral ou économique, ou etc., cette forme d'individualisme était fausse. Voilà, était philosophiquement fausse. Alors, évidemment, c'est une tâche immense de montrer ça. En réalité, par exemple, il m'a fallu remonter aux sources de l'individualisme d'aujourd'hui. Et la source de l'individualisme d'aujourd'hui, c'est le XIVe siècle. C'est le XIVe siècle, ce qu'on appelle en philosophie la révolution nominaliste, qui a intronisé l'individu moderne. L'individu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vous pouvez nous décrypter ce que c'est que la révolution nominaliste ? Non, disons simplement, non, parce que ça nous emmènerait trop loin. C'est un peu technique, mais disons que c'est vraiment la source de la modernité et une des caractéristiques essentielles de cette révolution nominaliste, mais on va oublier le mot parce que pour pas apporter de la confusion, mais un des éléments centraux de cette révolution, c'est l'avènement de l'individu. Voilà, l'importance de l'individu. Ça n'existait pas chez Platon, ça n'existait pas chez Aristote, etc. Donc, tout d'un coup, pour des raisons, encore une fois, trop complexes maintenant à expliquer, mais des raisons qu'on peut bien, en revanche, bien retracer, si vous voulez, ça a été l'émergence de l'individu. Cette émergence de l'individu a une portée absolument civilisationnelle dans notre culture. C'est-à-dire que c'est la source, cette révolution-là, au XIVe siècle, je le répète, on est dans les années 1300. Cette révolution du XIVe siècle, due à des moines franciscains, a donné naissance, si vous voulez, à l'empirisme moderne, au rationalisme moderne, à l'économie moderne, et naturellement à l'individualisme moderne. Donc c'est vraiment, certains historiens de la pensée ou de la philosophie pensent que c'est en fait la seule vraie révolution que notre monde occidental ait connue, parce que c'est elle qui a bouleversé la vision traditionnelle du monde. Et donc c'est là qu'est né cet individu que nous connaissons aujourd'hui, si je puis dire. Alors ça a été une longue histoire après, évidemment. Tout ça s'est développé au fil des siècles. Mais par exemple, les droits de l'homme, au XVIIIe siècle, sont une manière de formaliser, d'un point de vue moral et politique, cet individualisme.
on est dans cette forme d'individualisme aujourd'hui tous les jours. Quand on nous demande notre consentement pour les cookies, vous savez, sur nos applications, on considère que la volonté individuelle, c'est le consentement. Hein. Une fois qu'on l'a donné, ben, tout va bien. On est quitte, on est moralement quitte. Vous voyez, donc, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc, nous vivons sur cette forme d'individualisme qui a une grande profondeur historique, puisque ça fait quand même 7 siècles, si je compte bien, qu'il dure. C'est ce que j'appelle le premier âge de l'individu. Je prône pour le passage à un second âge de l'individu. Mais tout ça pour dire que approcher les choses du point de vue de la confiance est une des voies qui m'a permis de montrer que cet individualisme tellement enraciné dans notre culture, en fait, repose sur une conception que je juge fausse de l'individu. Donc c'est ça l'enjeu d'une théorie de la confiance. C'est une théorie de la confiance qui permet de dépasser ce que j'appellerais l'individualisme individualiste dans lequel nous vivons. Et en fait, voilà, le second âge, ce serait la possibilité de passer à un deuxième âge de l'individualisme, qui serait un individualisme beaucoup plus relationnel, si vous voulez, et pas individualiste. Donc il y a un enjeu civilisationnel. Il y a un immense enjeu, en fait, et tout le problème philosophique, si vous voulez, c'était de trouver une base, une assiette, hein, pour critiquer philosophiquement cet individualisme sans simplement se contenter de vœux pieux, n'est-ce pas, de dire on est trop individualiste, on est trop égoïste, etc., etc. Ça, il y a une critique morale de l'individualisme contemporain qui existe, et il y a plein d'auteurs là autour, mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver, au fond, philosophiquement, la conception de l'individu qui permette de surmonter cet individualisme individualiste. Et qui servent un petit peu de boussole dans cette période de transition où on voit des choses s'effondrer ou en tout cas arriver dans une impasse et on ne sait pas très bien ce qui est en train de naître au-delà. Ça sert un peu de... Non, c'est pas vraiment l'optique, si vous voulez. Je ne suis pas défaitiste ou etc. ou pessimiste sur l'époque contemporaine. C'est pas tellement mon sujet. Ce que je pense, enfin, c'est qu'on va dans le mur. Bon, vous me direz, je viens de dire que je ne suis pas pessimiste, mais oui, je pense qu'on va dans le mur. On va même dans le mur en klaxonnant, si vous voulez, précisément parce que, mais il y a de l'espoir, justement, c'est pour ça que je peux dépasser ce constat. Je pense qu'on sous-estime aujourd'hui, si vous voulez, dans la crise écologique, dans le changement climatique, dans l'emprise du numérique sur nos esprits, etc., on sous-estime en fait les causes mentales qui nous font résister au changement, qui nous font résister au passage à autre chose, un changement de comportement. Vous voyez, bon, là, on s'éloigne un peu de la confiance, mais ça à voir, parce que en réalité, je pense que la source mentale de toutes ces crises que nous vivons et vers lesquelles nous allons, la source mentale, c'est cette conception individualiste de l'individu. Et donc, vous voyez, c'est elle qu'il s'agit de contrer au moyen d'une théorie de la confiance. Et alors, du coup, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est pas la confiance ? Comment on peut définir ce concept ? Bon, alors ça, c'était tout le travail, évidemment. Alors, bon, pour définir ce que c'est que la confiance, je dirais que la chose fondamentale, c'est de comprendre que la confiance n'est pas un rapport au risque, mais elle est rapport au monde. Autrement dit, la confiance est quelque chose, à mes yeux, de beaucoup plus englobant que ce qu'on en fait généralement. Voilà la thèse générale. Parce qu'il faut savoir que dans ce contexte intellectuel dans lequel nous sommes, individualiste, avec toutes ces philosophies aussi individualistes, eh bien, on a une conception aussi individualiste de la confiance. C'est-à-dire, ceux qui se sont donné la peine d'écrire des théories de la confiance ou d'en parler ont une conception fondamentalement individualiste de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils considèrent qu'au fond, la confiance, c'est de prendre un risque. La confiance consiste à prendre un risque dans une situation d'incertitude. Alors, les exemples typiques, par exemple des économistes ou des sociologues, c'est, je ne sais pas, l'engagement d'une babysitter, l'achat d'une voiture d'occasion, voilà, qui sont des situations de risque, effectivement,
où on hésite, évidemment, et puis finalement on fait confiance si on a calculé de manière appropriée les risques à prendre. D'accord ? Donc on a une conception vraiment du risque comme quelque chose de calculable. Hein ? Je dois calculer, et puis si le calcul est plus ou moins favorable, hop, je fais le saut. Bon. Je pense que c'est là une vision, d'abord c'est la vision dominante, hein, globalement de la confiance, et je pense que vraiment elle sous-estime largement, si vous voulez, c'est le moins qu'on puisse dire, le phénomène de la confiance. Je pense que la confiance est quelque chose de beaucoup plus large et de plus englobant que ça. Vous voyez, là nous sommes tous assis sur des chaises. Moi je prétends que, en fait, puisqu'on est assis sur la chaise, on a confiance dans la chaise. C'est-à-dire on a confiance dans le fait qu'elle va soutenir notre propre poids. Vous voyez, les économistes nous disent faire confiance, c'est calculer les risques. Mais non. On est assis sur la chaise. La confiance, c'est pas qu'on a calculé les risques par rapport à la solidité de la chaise, etc. Personne ici n'a fait ça. La confiance dans la chaise, c'est qu'on est assis dessus. C'est qu'on s'est assis dessus. On a fait le pari, même inconscient, peu importe. On a fait, ou non conscient, plus exactement, on a fait le pari que la chaise allait soutenir notre poids, sans y penser. Et de temps en temps, il arrive que l'attente soit déçue. Parce qu'une attente n'est qu'une attente. Une attente, c'est pas causal, c'est pas sûr, si vous voulez, c'est pas une nécessité causale. Mais on nourrit cette attente légitime que la chaise va soutenir notre poids. Vous voyez ? Et donc la confiance est action. C'est pas juste réfléchir à la solidité de la chose, c'est agir. Tant qu'on est dans le calcul, on fait ces calculs en quelque sorte dans sa tête. Vous voyez ? C'est d'une certaine manière, c'est rationnel, c'est juste une représentation, etc. Mais la confiance, c'est pas ça. La confiance, c'est pas calculer les risques. La confiance, c'est agir. Comme quand le fil rouge de mon livre, en tout cas du début de mon livre, c'est sur la théorie de la confiance, c'est l'exemple de la circulation routière. Hein ? On ne pourrait pas faire 100 mètres sur la chaussée si on n'avait pas confiance que l'automobiliste d'en face ou le cycliste, etc., ne va pas se dérouter devant nous. Et on ne calcule pas les risques, on agit, on passe, on fait comme si l'autre n'allait pas se dérouter. Et on est obligé de faire ça, sans quoi on resterait paralysé sur la route. Alors, pour être un tout petit peu plus technique sur ce point, ça veut dire que la confiance est toujours liée à quelque chose qu'en philosophie on appelle contrefactuel. Contrefactuel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore le cas. Je dois faire, vous voyez très bien la situation où j'ai un conducteur en face, voilà, on est sur la route nationale, on se croise. Si je commence à calculer les risques, etc., je m'arrête. Je veux dire, à ce moment-là, j'évalue les risques, je me dis, bon, etc. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas comme ça qu'on circule. On circule tout en sachant qu'il est possible que l'autre se déroute. Et ça veut dire, par conséquent, que je fais comme si, en conduisant ma voiture, je fais comme si l'autre n'allait pas se dérouter. Et je suis obligé de tenir ça pour vrai. C'est-à-dire, je suis obligé de le faire. Si je commence à douter, je dois arrêter la voiture. Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que je dis que la confiance, ce n'est pas calculer les risques, c'est les prendre. Alors, il y a des questions, on va peut-être les prendre, oui. Merci pour tout ça, je trouve ça assez passionnant. Il faut que tu parles fort. Ouais, vous avez parlé d'attente par rapport à quelqu'un ou à un objet, et puis de prendre des risques plutôt que de les calculer. Et donc, moi, je fais le lien avec l'expérience, en fait. C'est par l'expérience aussi qu'on a compris qu'une chaise, ça nous retenait, qu'un code de la route, ça permet de cohabiter sur la route. Et moi, j'ai vécu en Asie, j'ai fait du 2 roues en Asie, je peux vous dire qu'il faut sacrément faire confiance pour traverser, par exemple. Et donc ça, c'est l'expérience qui va le dire à un moment. Donc, on n'est peut-être pas tous égaux par rapport à cette notion du faire confiance en fonction de ce qu'on a vécu, de là où on a grandi, etc. Non ? Tout à fait. On a des raisons très différentes, enfin, qui sont vraiment quasi infinies de faire confiance. On a des raisons très différentes. Ce n'est pas seulement le calcul. Le calcul, c'est vraiment typiquement une réduction, vous voyez, économiste, nominaliste, etc., des choses. On a plein de raisons de faire confiance ou de ne pas faire confiance, effectivement. L'expérience acquise est évidemment un des facteurs essentiels dans la construction
de ce cadre de confiance, c'est-à-dire dans la stabilisation des attentes de comportement. Vous voyez ? Un enfant qui laisse tomber son verre ou sa cuillère par terre, il fait l'expérience, c'est sa physique élémentaire qu'il est en train d'apprendre. Il fait l'expérience qu'un objet qu'on lâche tombe vers le bas. Il faut bien qu'il l'apprenne. Donc les parents ne doivent pas gronder les enfants qui, 15 fois de suite, le font tomber, parce qu'il lui, il s'en étonne, ça le fait rire, il apprend le monde. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez, ça stabilise. Dorénavant, il sait que s'il lâche quelque chose, ça tombe vers le bas. Bon, tout ça sont des illustrations, et moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on l'illustre par des exemples psychologiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que même dans ces exemples psychologiques, même dans l'aspect psychologique, quand on traite de la confiance d'un point de vue psychologique, en réalité, le concept de confiance, ça c'est le domaine du philosophe, qui est sous-jacent à cette approche psychologique, c'est le pari sur les attentes de comportement. Le papa, il a parié sur ses filles, qu'elles allaient se comporter conformément à l'éducation qu'il leur a donnée, etc., etc. Donc, ce qui m'importe, c'est ce noyau dur, si vous voulez, de la confiance, qui est cette structure fondamentale, c'est l'ADN, si vous voulez, de la confiance, d'être un pari sur les attentes de comportement. Il y avait une autre question. Quand je prends les petites cantines, il n'y a pas d'attente derrière que d'être comme à la maison, d'être soi. Et il n'y a pas une attente derrière d'un résultat ou d'une personne. Je comprends. Il y a un malentendu. Par attente, je n'entends pas résultat. D'accord ? Je n'attends pas résultat. Je veux dire simplement que, en fait, l'attente, elle concerne la manière dont vont se comporter les choses, ou les personnes, ou les institutions. D'accord ? C'est pas que j'attends un résultat, au contraire. Vous comprenez ? Donc c'est pas une vision, si vous voulez, utilitariste ou que sais-je, d'une attente que j'ai, puis je veux la voir remplir. Non. Quand vous mettez la clé dans la serrure, vous attendez, même si vous n'y avez pas pensé, hein, c'est ça l'idée, vous attendez à ce que ça fonctionne, à ce qu'elle vous ouvre votre serrure. La récompense que vous avez, dans ce cas, c'est simplement que vous accomplissez votre action. Vous ouvrez la porte. C'est ça votre attente normale, vous voyez ? Donc il ne faut pas donner au terme attente le sens d'attente d'un objectif qu'on aurait fixé pour ses enfants ou je ne sais pas quoi. On s'attend à. Par exemple ici, on a plein d'attentes que je ne sais pas, je ne m'attends pas spécialement à ce que quelqu'un se mette sur la table et commence à danser. Mais on serait surpris. Parce que c'est pas l'attente, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Quoique tout arrive. Quoique. Mais en tout cas, quand on pousse la porte des petites cantines, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une ambiance d'entraide, de bienveillance, de non-jugement. Et on a tendance à, du coup, adopter soi-même un comportement qui va avec ce à quoi on s'attend. Donc ça crée quand même un conditionnement qui est différent de quand je pousse la porte, par exemple, d'un supermarché, où je m'attends à aller... regarder le prix au kilo, à être efficace, à pas trop parler aux autres et à ce que mon expérience en caisse soit la plus rapide et efficace possible. Donc j'adopte le comportement qui va avec ça en fait. Justement, c'est intéressant. J'attends d'avoir une belle expérience aux cantines. J'arrive aux cantines, je suis à côté d'un voisin que j'aime pas, ou voilà, j'ai pas le résultat de mon attente. Frustration. Comment j'arrive à avoir confiance et à dépasser cette frustration en me disant peut-être que j'ai pas eu mon résultat, mais peut-être que la vie a fait que je sois là à ce moment-là et m'apprenne autre chose que... Non, mais vous avez tout à fait raison. Une attente est une attente. Et une attente ne produit pas mécaniquement un résultat. Vous voyez ? Donc, l'attente peut être déçue. Donc, voilà. C'est ça. Non, mais ça, c'est tout à fait fondamental. Une attente peut être déçue. Et donc, en fait, vous voyez, ça renvoie à la condition humaine elle-même. Si je fais un peu rapidement la chose. Oui, mais parce qu'on ne sait jamais, pour le dire en termes triviaux, on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a une incertitude fondamentale qui est liée à notre condition
même à la condition humaine elle-même, puisque l'avenir est incertain par définition, n'est-ce pas? Donc il y a cette incertitude ontologique, constitutive, vous voyez, de notre existence humaine. Et en fait, la confiance est ce pont qui nous permet de surmonter cette incertitude, mais en même temps, c'est un pont nécessaire. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez? Ce n'est pas un pis-aller. Vous comprenez? Ce n'est pas par défaut que je fais confiance. Quand je ne peux pas faire autre chose, ben, je suis obligé de faire confiance. C'est comme ça que les économistes voient la chose. Quand je ne peux vraiment pas faire autrement, pas calculer, pas sécuriser, etc., ben, je vais faire confiance, mais c'est à contre-cœur. C'est un risque que je prends et c'est un coût économique, etc. etc. Vous voyez? C'est pas ça. Moi, je dis, la confiance est ce dans quoi nous séjournons. La confiance est ce dans quoi nous séjournons. Comme humains. D'accord? Précisément parce qu'il y a une incertitude fondamentale. Parce que, encore une fois, quand on engage une action, petite action, grande action, je le fais nécessairement sur le fond d'attente, et toujours, les attentes peuvent être déçues. C'est une manière d'accepter, de consentir à la non-toute-puissance, en fait. Exactement. Exactement. Et en fait, alors, bon... Mais moi, oui. comment vous expliquez, puisque visiblement la confiance fonde notre rapport au monde, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on parle, je ne sais pas si c'est justifié, mais de crise de confiance, les taux de confiance le taux de la défiance s'envole. Voilà. Comment vous expliquez que ce soit aussi fragile et qu'on l'expérimente autant en creux aujourd'hui? Bon, ça c'est un sujet compliqué, mais vous voyez, non mais, à partir du moment où je dis la confiance est rapport au monde, en général, überhaupt, comme disent les Allemands, n'est-ce pas? D'une manière générale, dans tout, encore une fois, j'insiste, hein, dans tout. À partir de ce moment-là, eh bien, on est obligé de dire qu'en fait, on ne peut pas perdre la confiance d'une manière générale. Donc, crise de confiance, moi, c'est une expression que je n'aime pas. Il n'y a pas de crise de confiance comme il y a de crise du pétrole, si vous voulez. Parce que notre rapport au monde, il est fondamentalement fiduciaire. Nous séjournons dans cette confiance. Maintenant, c'est un bien qu'on ne peut pas perdre. On ne peut pas le perdre. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre au début « Est la confiance ». Non pas « était la confiance ». Parce qu'on ne peut pas la perdre et puis il faudrait la retrouver. Non, la confiance, elle est là. Sauf que, dans le monde qui nous entoure, évidemment, il y a des régions dans lesquelles, tout d'un coup, on peut perdre confiance. Alors, cette région, ça peut être le gouvernement. Ça peut être les institutions publiques. Ah, ça peut être les banques. Ça peut être la science, on l'a vu avec le Covid, etc. On perd confiance dans la science. Alors oui, là, dans ce cas, pour cette région, si vous voulez, de notre monde, il y a perte de confiance. On ne croit plus les scientifiques, on ne croit plus les hommes politiques parce qu'ils se sont comportés de telle ou telle manière, etc. etc. Alors là, oui, mais vous voyez, c'est toujours régional. En fait, parce que les gens qui parlent de crise de confiance, ils continuent de se brosser les dents, ils continuent de boire des verres, ils font confiance à leur environnement élémentaire. On séjourne dans la confiance. Et donc, vous voyez, si on ébranlait complètement la confiance, je ne vois même pas ce que ça pourrait vouloir dire, ben on pourrait plus rien faire. Ça n'existe pas. En fait, c'est pas tant un bien qu'un muscle qu'on active ou pas, ou qu'on conscientise ou pas? C'est pas l'expression que j'ai employée, mais je l'aime bien. Donc c'est un muscle et nous sommes dans une situation, pour différentes raisons, peut-être qu'on parlera du numérique, ou etc. Je ne sais pas comment vous allez conduire l'exposé, mais où il faut un peu remuscler effectivement la confiance. Mais remuscler, j'aime bien, parce qu'on peut remuscler qu'un muscle atrophié. Mais le muscle, il est là, il est toujours là. Et donc c'est une heureuse expression. Donc, elle a un défaut, c'est que c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas la vôtre. Mais elle dit exactement ça. Vous voyez, et dans notre, pour revenir à ces aspects un peu civilisationnels, dans notre monde individualiste, la confiance se décharne, en quelque sorte, pour des raisons qu'on pourrait expliquer. Et effectivement, je trouve qu'il faut la remuscler. Et je trouve que des lieux comme les petites cantines, vraiment, sont des lieux de remusclage
remusculation de la confiance, tout à fait. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Les petites cantines, c'est formidable. Il y a beaucoup d'autres choses, petites initiatives locales. Ça donne espoir, si vous voulez. Parce qu'on a besoin de ça. Nous sommes des êtres, de confiance en réalité. C'est-à-dire que si on devait perdre la confiance, enfin, si vous voulez, dans les domaines où on perd la confiance, on devient des robots. En fait, c'est ça l'idée. Alors, attendez, il y avait une question là-bas d'abord. Ok. Moi, c'est vrai qu'il y a une question je reviens un peu sur votre introduction où vous avez parlé de cette révolution nominale qui est nominaliste, qui est fondamentale, mais dont vous ne voulez pas nous parler. Désolé, hein. Je voudrais savoir l'aboutissement du raisonnement de monsieur par rapport à cette confiance, et j'ai l'impression qu'il y a un lien avec une histoire de foi. Parce que fides, confiance, foi, c'est un peu le même sens. Et notre société hyper matérialiste n'a plus foi du tout en la vie. Elle est hyper scientifique. Du coup, j'aurais aimé, moi, sentir où vous voulez arriver sur cette histoire de confiance qui nous manquerait pour ce second âge, je ne sais pas quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien avec cette question de foi dans la vie? Voilà. Bon. Écoutez, parce que ce que je vais éviter, c'est de faire un cours sur le nominalisme, etc. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, mais quand même, je vais dire les points essentiels pour répondre à cette question. L'idée, c'est que, justement, au XIVe siècle, encore une fois, est née cette idée de la volonté. Bon, elle est née dans un contexte théologique, c'est-à-dire que les philosophes et théologiens dont je parle, Duns Scott en particulier, ont pris très au sérieux la toute-puissance divine. La toute-puissance divine. Dieu omnipotent. N'est-ce pas ? Ils ont dit, bon, si Dieu est omnipotent, il peut se laisser limiter par rien. Parce que s'il se laisse limiter par quelque chose, par exemple par l'idée du bien, de faire un monde bon, ben, il serait déjà limité dans sa toute-puissance, puisqu'il devrait faire un monde qui est bon. D'accord ? Donc, il est limité par rien, il a une volonté de toute-puissance, ce qui veut dire qu'il aurait pu faire un monde complètement différent du nôtre. Par exemple, un monde où les objets tombent vers le haut, si vous voulez. Descartes cite dans ses méditations l'idée d'un cercle dont les rayons ne seraient pas égaux. Mais vous voyez, c'est très radical. C'est l'idée que le monde est purement contingent, parce que Dieu l'a voulu tel. Et le monde est bon parce que Dieu l'a voulu tel. Et Dieu n'a pas voulu le monde parce qu'il est bon. Bon. Donc, c'est un pur décisionnisme, si vous voulez, pur, voilà, cette idée de la contingence, de la toute-puissance divine, quoi, voilà. Alors, très vite, cette idée est passée chez les hommes. Là, je la fais un peu courte, mais très vite, cette idée est passée que nous autres, humains, nous sommes dotés d'une volonté à l'image de Dieu, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, n'est-ce pas ? Nous avons aussi cette volonté qu'on peut poser des buts et donc réaliser ces buts. C'est pas une idée, juste pour situer les choses, c'est pas une idée conforme à la philosophie antique qui a régné pendant 1800 ans, en gros. Pourquoi ? Parce que dans la philosophie antique, mettons Aristote comme modèle, notre tâche à nous autres humains, c'était pas de choisir librement des fins puis de décider comment on allait. Notre tâche, c'était de nous insérer dans un cosmos, d'accord, dans un monde qui était pensé comme bon et qui était finalisé. C'est-à-dire, toute chose tend vers la fin, comme la fleur qui tente à s'épanouir puis à se faner. Voilà, ça c'est un cycle normal de la fleur. C'est une finalité inhérente à la nature des choses. Ben, l'homme a aussi cette nature et il doit en fait se conformer à cette nature. Il doit respecter cette nature. Il doit faire des choses qui sont conformes à sa nature. D'accord ? Ça, c'est l'image d'un monde ancien. Donc c'est là qu'est née cette idée. La rupture avec cette idée marque le début de la modernité sur ce motif théologique de la toute-puissance divine qui va passer chez les humains. Alors laissez-moi vous dire quelque chose à ce propos. Cette révolution a donc mis au centre l'individu. D'accord ? Par exemple, Aristote ne pensait pas du tout que l'individu était la première brique de la société. Aristote pensait que ce qui était la brique élémentaire de la société,
c'est pas du tout l'individu, c'est la relation. D'accord? Et Aristote a même cette phrase où il dit celui qui est un individu est soit un dieu, soit une bête, mais pas un homme. Parce qu'on ne peut pas être homme tout seul. Ça n'existe pas. L'individu, ça n'existe pas. On est toujours par rapport aux autres. Donc voilà l'avènement de cette idée au XIVe siècle. À partir, je dirais, du XIVe siècle. Les philosophes politiques ont tout de suite vu qu'il y avait là un problème considérable. Parce que comment vous voulez faire un ordre social, une société qui tienne ensemble, en partant d'individus qui sont aussi indépendants les uns des autres que des boules de billard, si vous voulez. Chaque individu étant une boule de billard. Comment vous voulez faire un ordre stable avec ça? Les philosophes se sont posé la question. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait de la société, quelque chose, un ordre social stable? Eh bien, ils ont répondu. Comment peut-on faire un ordre social à partir d'individus dont la volonté part dans tous les sens? Réponse, par contrat social. Par contrat social. Si vous considérez les individus comme des individus volontaires, c'est ça la révolution du XIVe siècle, des individus dotés d'une volonté, qui, par conséquent, veulent des choses très différentes. C'est ça le but, de montrer que chaque individu est libre dans sa volonté, donc il peut faire n'importe quoi. Comment vous faites de l'ordre social avec eux? Eh bien, vous ne pouvez faire de l'ordre social que s'ils se mettent d'accord pour entrer en relation. D'accord? C'est l'idée du contrat social. Toutes les philosophies du contrat social, qu'on a tous appris à l'école, etc., donc Rousseau, etc., enfin, Hobbes, Locke, Rousseau et tous les autres, c'est ça l'idée. Ils partent d'individus et ils disent des individus dotés d'une volonté libre ne peuvent se mettre ensemble que s'ils se mettent volontairement ensemble, donc s'ils s'accordent. C'est la figure du contrat social. C'est ce qui explique aussi dans notre société aujourd'hui, au XXIe siècle, la prévalence incroyable du modèle du contrat. D'une manière générale, tout est contractualisé. On contractualise tout, toutes les relations sociales, on ubérise, tout ça c'est des contrats, n'est-ce pas? C'est l'idée qu'en fait, on doit se mettre d'accord sur une base. La responsabilité individuelle, exactement. Le chômeur est responsable de son chômage. Donc, vous voyez, tout ça se tient. Vous voyez, les deux plus grands nominalistes politiques que je puisse citer, c'est Margaret Thatcher, qui disait « la société, ça n'existe pas », parce qu'il n'y a que des individus. Et puis, Donald Trump. Alors, il ne le savait pas, hein, qu'il était nominaliste. Mais, ouais, non, il ne l'apprendra pas. Non, non. Mais pourquoi? Parce que, rappelez-vous, il a dénoncé les accords de Paris sur l'environnement, par exemple. Il a dénoncé tous les accords contraignants pour la planète, enfin, les accords multilatéraux. Il les a tous, parce qu'il part du fait que pourquoi est-ce qu'il se soumettrait à une règle générale qui vaut pour tous, etc., alors que, s'il s'extrait, il peut, à chaque fois, partenaire par partenaire, faire valoir sa volonté. Hein? Donc c'est de l'opportunisme en grand, c'est-à-dire en grand parce que ça concerne les États-Unis, là, mais c'est comme un individu. Les États-Unis sont comme un individu en grand. Il peut maximiser ses intérêts beaucoup mieux en s'arrangeant à chaque fois avec chaque partenaire particulier qu'en se soumettant à une règle générale. Ça, c'est typique de cette forme d'individualisme nominaliste, individualiste, si vous voulez, qui veut s'en sortir par le contrat. Et aujourd'hui, encore une fois, cette prévalence du contrat, c'est ça. C'est que, en fait, c'est l'idée que quand on est dans un tête-à-tête, on peut mieux faire valoir on peut mieux maximiser ses intérêts, comme on dit, ou maximiser ses opportunités, etc., qu'en se soumettant à une règle générale qui vaudrait pour tous. Je vois l'heure qui tourne, malheureusement. Et je voulais dire encore une chose, c'est que, vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est un peu, puisque vous parliez histoire, donc cet individualisme qui est né au XIVe siècle, il a d'abord été formidablement émancipateur. Donc, parce que maintenant, c'est la source, je considère maintenant que c'est la source de nos problèmes, mais en réalité, donc historiquement, il a été formidablement émancipateur, parce qu'à chaque fois, dans tous les domaines, que ce soit en art,
si vous voulez, en droit, en morale, en politique, en tout ce que vous voulez. Faire valoir l'individu, c'était le faire valoir contre des ordres arbitraires, contre des hiérarchies arbitraires, contre... vous voyez, et donc les droits de l'homme, c'est ça qu'ils consacrent. Hein. Tous les hommes naissent égaux, libres et égaux en droit. Bah, c'était une formidable conquête contre l'arbitraire royal, etc. Donc c'était formidablement émancipateur. La science est née comme ça. Galilée était nominaliste, si vous voulez. S'il ne l'avait pas été, il n'aurait pas pu avoir la vision du monde qu'il a eue. Donc tout ça, la science, tout ça a été formidablement émancipateur. Sauf que maintenant, à force d'individualisme, finalement, cet individualisme s'est établi, il a été constitutionnalisé, puisque, en fait, toutes les constitutions de tous les États démocratiques modernes font référence aux droits de l'homme, ces droits individualistes. Donc tout ça est constitutionnalisé, tout ça maintenant est une routine pour nous, c'est un peu notre arrière-plan. On n'arrive même pas, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que ah non, je le racontais, pardon, je le racontais. Donc, mais on n'arrive plus à se représenter cette vision aristotélicienne du monde, où l'individu n'existe pas. On n'arrive plus. Pour nous, ce serait vraiment... Donc maintenant, c'est complètement stabilisé, et à mon avis, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la source mentale de tous nos problèmes. Donc ce qui a été formidablement émancipateur, tout d'un coup, s'est retourné contre... Il y a un effet réversif. Il y a un effet réversif. Je voulais juste prendre peut-être la question, tu as toujours une question, Christelle, une question, et après, comme il faut qu'on avance, ça m'intéresse de voir d'où vient cet effet réversif, quel est l'impact aussi du numérique aujourd'hui sur nos vies, parce que nous, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Okay. Donc, mais d'abord, tu as une question. Du coup, je reviens bien en arrière sur l'image du muscle et de la remusculation, du coup, de la confiance dans le livre ici. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord l'impact du numérique et après la remusculation. Ah non, le numérique, c'est un gros chapitre. Après, d'accord, ok. Ok. Mais pour répondre à cette question, vous voyez, je peux répondre comme ça. Dans mon livre, ici, au début de la confiance, il y a deux parties, en fait. Il y a une première partie qui est plus théorique, qui définit cette confiance dont je vous disais qu'elle n'était vraiment pas définie, etc. Donc il y a tout ce travail théorique. Mais il y a une deuxième partie du livre qui s'interroge sur la question de savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, érode la confiance? Qu'est-ce qui menace la confiance? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas qu'on va pas vers une société de confiance? Qu'est-ce qui érode la confiance? Pour le dire en un mot, c'est le calcul. Le fait de tout calculer. Bon, je vous le dis comme ça un peu massivement, il n'y a pas que ça. Mais vous voyez, globalement, cette mentalité du calcul, de l'évaluation permanente, du contrôle permanent, d'atteindre des objectifs, etc., etc. Toute cette mentalité quantitativiste, vous voyez, tout mettre en quantité, etc. Voilà, ça érode la confiance. Et j'en reparlerai peut-être par rapport au numérique. Et donc, qu'est-ce qui ici est l'ingrédient de la confiance? C'est que ça ne repose pas. L'activité ici ne repose pas sur un calcul. C'est-à-dire le but n'est pas un résultat financier, par exemple. Vous voyez? Donc on n'est pas obsédé par ça, et puis tout n'est pas ordonné à ce but. Alors il faut du calcul, parce qu'il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Il faut la bonne quantité de courgettes et de beurre. Voilà. Il faut pouvoir les acheter, etc., sans subvention et tout ça. On le comprend bien, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Par conséquent, le terrain est ouvert, si vous voulez, pour avoir des relations qui sont pas axées là-dessus, mais qui sont des relations humaines qui peuvent s'épanouir. Voilà, ça c'est une des choses comme ça qui remuscle la confiance. Ouais. Et là, on est dans une cuisine. Est-ce que la notion d'alimentation, la notion de repas, tout ça, ça crée un contexte quand même particulier vis-à-vis? Est-ce qu'il y a un lien avec la confiance? Ah absolument. Donc bon, les repas, c'est quelque chose de quand même dans l'humanité en général, anthropologiquement, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qu'on partage. Il y en a qui font la cuisine, il y en a qui la mangent. C'est vraiment une figure de l'expérience anthropologiquement élémentaire, si vous voulez, du partage. Les repas familiaux, toutes les festivités se déroulent autour de grands et bons repas. Il y a quelque chose comme le don de soi de la part de ceux qui font la cuisine, de faire la cuisine, mais même dans la cellule familiale, c'est un acte de générosité.
c'est un don de soi, quoi. En plus, on fait quelque chose qui disparaît tout de suite. Donc, c'est vraiment, on le fait pour, au fond, la saveur, non seulement du repas, mais de l'instant où on va partager le repas. Hein. C'est ça qui mérite tous les sacrifices quand on passe des heures à la cuisine pour faire un bon plat. Donc, voilà, c'est quelque chose. Vous voyez, alors, aujourd'hui, on passe de moins en moins de temps à cuisiner. Ben, les statistiques le montrent. On achète des produits finis, des plats préparés, etc., etc. Vous voyez, tout ça va dans ce même sens de l'érosion de ces sources, de ces, comment vous avez dit, ingrédients, vous voyez, de la confiance. C'en est un. Partager un repas, c'en est un. C'est pour ça que ce lieu est hautement symbolique. Il est très réel, mais vous voyez, faire tout ça autour des repas, c'est hautement symbolique, c'est puissant. Et puis, vous parliez de la chaise tout à l'heure, mais le repas, c'est un peu pareil. On peut parler du menu pendant 1 heure, tant qu'on ne l'a pas mangé, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, tant qu'on ne l'a pas éprouvé, c'est un peu comme la confiance, en fait. C'est ça, c'est exactement, c'est le partage. Il y a toute une... Si vous voulez, la confiance, c'est une espèce de millefeuille, en fait, dans la moindre de nos actions. Parce qu'évidemment, manger un repas, c'est avoir confiance dans ceux qui l'ont préparé. Mais ceux qui l'ont préparé doivent avoir confiance dans le vendeur qui a vendu les légumes. C'est des légumes bio qui sont vraiment bio, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc, il faut faire confiance, etc., etc. Vous voyez, on est vraiment dans un millefeuille de confiance. Ouais. Et moi, je sais, tout à l'heure, je cuisinais et moi, j'ai toujours un moment où je me dis, faut cuisiner pour, je sais pas, 30 convives. Est-ce que je vais y arriver? J'ai jamais fait cette recette. Est-ce que je vais y arriver? J'ai toujours un petit peu ce truc de confiance en soi. Est-ce que je vais être capable? Je l'ai jamais fait. Est-ce que je vais être capable? Et ça, on a beaucoup de convives qui nous disent que ça vient les chercher là-dessus, en fait. Ça vient nous chercher dans peu importe les compétences que j'ai, peu importe la valeur que j'ai, est-ce que ça va être possible? Et là, c'est... Alors, 2 choses à ce propos qui sont très, très importantes pour la confiance en général. Déjà, la confiance en soi. Alors, je défends la thèse, c'est ce que j'appelle une théorie unifiée de la confiance, que toute forme de confiance se décline sur cette structure fondamentale qui est le pari sur les attentes de comportement, y compris à l'égard de soi. D'accord? Donc c'est juste un cas limite. En général, les attentes de comportement, ça concerne soit la chaise, soit les autres, etc. Là, c'est le cas qui concerne soi. Avoir confiance en soi, c'est parier sur le fait qu'on va être capable de faire ceci ou cela. C'est ça la confiance en soi, d'un point de vue, vous voyez, philosophique. Alors après, ça se décline psychologiquement, naturellement, etc. Ça, c'est la première chose. Donc la confiance en soi comme cas limite de cette définition que je donne de la confiance. Mais il y a une deuxième chose qui se greffe là-dessus, c'est que la confiance est ce qu'on appelle en philosophie, elle est performative. Ça veut dire que en faisant confiance à quelqu'un, vous le rendez capable de faire ce pourquoi vous lui faites confiance. On a tous fait cette expérience, j'imagine, avec les enfants, avec nos enfants, n'est-ce pas? Il vaut beaucoup mieux pour obtenir le résultat qu'on veut, par exemple, qui rentre le soir à une heure raisonnable, n'est-ce pas? Il vaut beaucoup mieux lui faire dire à lui alors à quelle heure tu veux rentrer, plutôt que de lui dire tu rentreras à 10 heures et pas 1 minute de plus, etc. C'est pas efficace. En lui faisant confiance, écoute, je te fais confiance, tu rentres avant minuit, on le rend beaucoup plus capable de le faire. C'est ça qu'on appelle l'aspect performatif, c'est-à-dire que le fait même de faire confiance rend la personne digne de confiance. Je ne peux pas faire de parallèle avec l'éco-anxiété, avec le fait qu'il y a plus d'un jeune sur 2 aujourd'hui qui se dit éco-anxieux en France, et souvent c'est lié à un sentiment d'impuissance, sentiment de ne pas voir le gouvernement, les institutions agir, et le sentiment de ne pas être capable d'agir soi-même. Or, quand on demande aux convives des petites cantines, en particulier aux jeunes, aux moins de 24 ans, il y en a plus de 90% qui nous disent « mais ici, j'ai le sentiment que je vais pouvoir agir seul ou en collectif ». Donc il y a vraiment quelque chose, simplement en faisant un simple repas, simplement en réactivant un tout petit peu ce muscle, il y a quelque chose d'autre qui se met en branle et qui ouvre un champ des possibles. Ça me touche. Oui, absolument. Mais donc ça c'est une des clés. Hein. C'est pas la clé. Il n'y a jamais une seule clé, mais c'est une des clés. C'est cette encapacitation, si vous voulez,
hein, des personnes, des jeunes en particulier, de leur montrer qu'ils peuvent faire quelque chose et que ça a une influence et que ça change le mode de vie. Un lieu comme ça change. Ça change la vie en général. Je veux dire, ça ne change pas toute la vie, mais ça change cet aspect social de la vie. C'est un petit îlot de confiance, si vous voulez. Ouais. Et est-ce qu'on retrouve ces relations dans le numérique? Est-ce que là, on est... Bon. On ne peut pas faire fi de ce qu'on vit au quotidien. Je vais vous parler du numérique, mais peut-être une question avant. Une question, je ne sais pas si elle vient à propos, mais j'ai du mal avec la formulation des petites cantines qui veut promouvoir une société basée sur la confiance. Parce que pour moi, la confiance, c'est plutôt un mode opératoire. Et moi, par histoire personnelle, etc., je serais plutôt pour une société basée sur, je sais pas quoi, la solidarité, la réduction des inégalités, des choses comme ça. Donc, c'est peut-être un problème de formulation, mais pour moi, la confiance, c'est plutôt un mode opératoire comportemental, mais pas un objectif en société. Ça ne transforme pas forcément la société. La question, on peut parler légitimement, à mon avis, de société de confiance, dans le sens où ça désigne ce sur quoi on met l'accent. Voilà. On met la confiance plus sur l'accent, sur la confiance, pardon. On met l'accent plus sur la confiance que sur le contrôle, l'évaluation, le jugement, la performance. Voilà. Et ça change tout, en fait. Ça garantit bien sur la réduction des inégalités aussi. Mais on s'est dit aux petites cantines qu'il y avait quelque chose de pas très ajusté dans le... Nous, on est arrivé sur la question du lien social et le discours ambiant, c'est la lutte contre la solitude. La lutte contre la solitude, il faut faire reculer la solitude et mettre plus de lien social. Et cette logique plus-moins, eh ben, elle nous questionne parce que... En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce manque douloureux de la solitude quand elle est subie et pas quand elle est choisie? Eh ben, il y a un besoin qui est joyeux, il y a un besoin qui est fédérateur, il y a un besoin qui donne de l'énergie et qui est le besoin de se sentir relié. Et en fait, ce besoin de se sentir relié, il peut s'expérimenter dans des activités qui s'expérimentent dans la solitude. Par exemple, je lis un bon bouquin, je me balade dans la forêt, je vais à une expo, ça peut vraiment répondre à mon besoin de me sentir relié. Et comme ça peut s'expérimenter ou pas dans des activités en société. Parfois, on peut se sentir très relié au milieu des autres et parfois très seul au milieu des autres. Donc, est-ce que la question, c'est de lutter contre la solitude ou de travailler sur la nature du lien social, en fait? Parce que peut-être que la solitude, c'est peut-être une chose à chérir et à préserver sous un certain angle aujourd'hui dans cette société hyper connecté avec plein de brouhaha, etc. Peut-être que finalement, on a besoin de retrouver ce goût-là dans un certain contexte. Je parle avec prudence. Mais quand on travaille sur la nature du lien social, se sentir relié, est-ce que ça suffit? Moi, il y a des relations, elles me font pas du bien, en fait. Un peu comme il y a des aliments qui me font pas de bien, en fait, et que j'ai pas envie de manger. Et du coup, en étant en cantine comme ça tous les jours, dans la cuisine, les repas partagés, etc., on s'est dit de manière extrêmement empirique, qu'est-ce qui fait qu'une relation va bien se passer ou pas? Et on a vu que le petit ingrédient qui faisait la différence, eh ben, c'était ce fameux muscle de la confiance. Et là, je parle aussi bien de la relation à soi que la relation aux produits, aux autres, un modèle socio-économique, puisque nous, on est fondé sur le prix libre. Donc, quelque part, c'est vraiment un modèle économique en résonance avec cette notion de confiance. Et on se demande, est-ce que c'est pas quand même un peu le levier d'Archimède qui va permettre de faire cette, si on réactive ça, cette bascule vers un projet de société dans lequel on a plus de place pour respirer et où on se sent un peu plus humain, en fait. Mais je ne sais pas si ça fait écho ou pas. Je sais pas. Bah, ça me permet de faire la transition avec le numérique. Vous voyez, dans le numérique, ce qui se passe, c'est que, disons, de plus en plus, d'abord, première chose à dire, c'est que le numérique devient notre médiation au monde. C'est-à-dire qu'on doit de plus en plus passer par le numérique pour obtenir ceci ou cela.
Par exemple, à l'université, on ne peut pas s'inscrire à des examens et même s'inscrire à l'université sans passer par le numérique. Mais il y a énormément de restaurants, d'hôtels où on ne peut plus... on doit passer par le numérique, la SNCF, etc., etc. Les impôts, bref, vous voyez bien qu'il y a cette tendance très générale. Bon, alors vous comprenez bien qu'à partir du moment où on dit que la confiance est relation au monde, je reviens sur la confiance, que la confiance est essentiellement relation au monde, et qu'on dit d'autre part, et qu'on constate d'autre part, que le numérique devient notre intermédiaire obligé avec le monde, ben ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur les relations de confiance. Vous voyez, dans les comités d'éthique, du numérique, etc., on parle toujours des problèmes éthiques du numérique. Et puis ils considèrent toujours que l'éthique du numérique, c'est le problème des données personnelles, protection de la vie privée, etc., etc. Bon, moi j'appelle ça vraiment la petite éthique, j'appelle ça, parce que, ok, c'est vrai, on ne veut pas que nos données soient pillées, etc., mais c'est absolument pas la vraie question éthique. C'est une mini-question éthique que d'ailleurs le droit et la technique ensemble doivent résoudre tôt ou tard, ou en tout cas s'appliquent à le résoudre. Le vrai problème éthique du numérique, le grand problème éthique, c'est ça. C'est l'impact du numérique sur nos existences, sur nos esprits, sur notre rapport au monde, sur la manière dont nous nous rapportons au monde. Vous voyez ? Et moi, ce que je dis, c'est que dans ce vaste système numérique, en fait, le numérique s'adresse à nous comme à ces êtres libidinaux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire mus par leur plaisir et leur volonté, ce qu'ils veulent, leur propre but, et est capable de les satisfaire. Donc, tac, tac, je clique, je l'ai. Et le système est techniquement capable de m'offrir tout ce que je désire. D'accord ? Contournant ainsi une dimension essentielle de l'humain, de l'esprit humain, qui est justement cette épaisseur de l'expérience. Quand on rencontre autrui, justement, vous voyez, de l'approcher, de trouver les bons mots, vous voyez, c'est toute cette épaisseur qui fait la richesse de l'expérience. Tout ça est contourné, vous voyez, au profit d'une exécution automatique de nos désirs et de nos volontés. Eh bien ça fait de nous des espèces de robots libidinaux. J'ai un désir, le système est là pour le satisfaire. Avec le numérique, les attentes ne sont pas déçues. Avec le numérique, on vous fournit ce pourquoi vous cliquez. Vous avez envie d'un hôtel, une chambre d'hôtel, vous cliquez. Vous voulez voir la météo, vous cliquez. Vous voulez ceci et cela, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. D'accord ? Pour la plus grande satisfaction de l'individu, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il veut. Alors l'individu nominaliste, vous voyez, qui pose des buts, qui se pose des buts, et qui, grâce au numérique, peut les atteindre en un clic, n'est-ce pas ? L'individu individualiste, en quelque sorte, il trouve son compte. Mais à quel prix ? À quel prix ? C'est au prix que toutes les relations fondamentalement fiduciaires, fondamentalement de confiance, qui, dans le monde naturel, donc sans la technique, si vous voulez, sans cet intermédiaire technique, toutes ces relations de confiance qui constituent donc notre relation au monde sont remplacées par le numérique, par des relations de sécurité. La logique qui préside au numérique, c'est une logique de sécurité, assurantielle. On a l'assurance qu'on va être satisfait dans notre but. On réduit au maximum l'incertitude. L'incertitude est réduite au maximum. D'accord ? Donc c'est quasi mécanique. Je veux une paire de chaussures à 4 heures du matin, je clique, le lendemain je l'ai. Ou le surlendemain. Mais bientôt le lendemain, en fait. Parce que maintenant, parce que ça va dans ce sens. Ils élaborent des modèles chez Amazon, par exemple, de livraison par drone, où on aura ce qu'on veut au maximum en 1 heure. C'est à ça qu'ils travaillent. Vous voyez ? C'est à nous satisfaire le plus immédiatement possible et de la manière la plus sûre possible. Ça, c'est l'idéal de cet individu, vous voyez, qui simplement a des buts et puis veut réaliser ses buts. En fait, le système technique du numérique permet cette satisfaction. C'est pas seulement commercial, hein. C'est ça qui est incroyable. C'est pas seulement, là je donne des exemples parce qu'ils sont évidents.
de transactions commerciales où on achète des choses. Mais si vous voulez, le philosophe ou le chercheur, en 30 secondes, il a un article de revue spécialisée, ce qu'il cherchait dans une obscure bibliothèque de l'Arkansas, si vous voulez, il l'a en 10 minutes. D'accord ? Donc c'est dans tous les domaines. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'en fait, dans tous les domaines, on arrive à cette automatisation dans l'exécution du désir ou de la volonté. Je veux quelque chose, tac, je l'ai, en un minimum de temps et avec un maximum de sécurité. Cette société-là est une société, justement, qui n'est plus une société de confiance. C'est une société de sécurité, où la relation fondamentalement fiduciaire au monde est remplacée, le mot est important, par des relations de sécurité, justement. Donc, non pas détruite, non pas attaquée. Contournée, en fait. Remplacée et contournée, c'est-à-dire qu'on se passe de confiance. On apprend à s'en passer. On apprend à s'en passer. Vous voyez ? Alors, le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est les bitcoins, les monnaies numériques, en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est très intéressant de voir comment c'est né le bitcoin. C'est-à-dire celui ou ceux, on ne sait pas qui a inventé le bitcoin, mais il y a un article. Ils ont écrit un article. Ils ou ils au pluriel ont écrit un article. Et cet article est extraordinaire, donc il y a une quinzaine d'années. Cet article est extraordinaire parce qu'ils expliquent en toute franchise que d'un point de vue économique, nous, êtres humains, dotés d'une monnaie traditionnelle, d'accord ? Nous devons faire confiance dans nos transactions monétaires, nous devons faire confiance à tous les étages. Nous devons faire confiance à la Banque centrale pour qu'elle produise de la monnaie de manière saine. Nous devons faire confiance aux banques locales, nous devons faire confiance à notre partenaire d'interaction, etc. Il y a de la confiance partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la monnaie, l'euro, etc., la monnaie fiduciaire. Une monnaie fiduciaire, c'est qui repose sur la confiance. Mais pour les gens qui ont inventé le bitcoin, la confiance est un désavantage. Devoir faire confiance est un désavantage. Ça a un coût économique. C'est pour ça qu'est né le bitcoin. Autrement dit, pour remplacer toutes les relations de confiance dans nos relations monétaires par des relations de sécurité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait confiance, il faut quand même faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut acheter le bitcoin, il faut entrer dans le système du bitcoin. D'accord ? Une fois qu'on a accordé sa confiance au système, tout est pris en charge par le système. Il n'y a plus de fraude possible, il n'y a plus de confiance possible parce que tout est absolument sécurisé. Grâce au blockchain, etc., c'est un dispositif technique qui fait que vous ne pouvez pas frauder, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais en fait, c'est hypothétiquement possible, mais ça coûte tellement cher, c'est tellement d'énergie que plus personne n'a intérêt à frauder. Donc en fait, le système est parfaitement sûr. Vous voyez ? Donc, c'est une monnaie qui a été inventée pour éviter toutes les relations de confiance qui structurent nos relations monétaires traditionnelles. Bon, pour moi, cet exemple, c'est l'exemple type, si vous voulez, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on peut donner de ce que j'essaye d'expliquer, c'est-à-dire que le numérique, d'une part, renforce extraordinairement l'individu individualiste. Déjà. Il renforce, parce qu'on est là tous, regardez pendant le confinement, on était tous là devant nos écrans à gérer nos existences à travers les écrans, on était comme dans un cockpit, c'est le cockpit individualiste, j'appelle ça le cockpit individualiste. Mais en fait, le numérique, jour après jour, renforce ça. On est chacun dans n'est-ce pas, dans une espèce de bulle numérique où même on rencontre plus les autres, c'est à travers l'écran, ou bien sur les sites de rencontres, c'est des espèce de menus comme au restaurant, etc. Vous voyez, parce que je veux rencontrer la personne qui me plaît, etc. Donc je choisis un profil. Vous voyez, donc en fait on évite absolument toutes les rencontres fortuites, les rencontres dans les petites cantines, dans un bar ou que sais-je, au hasard de la vie. Non, on veut être sécurisé dans notre relation à autrui, dans notre choix d'autrui, dans notre choix d'un partenaire pour la vie ou un partenaire sexuel ou pour une nuit ou peu importe. Mais je vais sur le site et je choisis le profil qui me convient. Et puis tout de suite, le système prend ça en charge. Vous voyez, j'ai un désir, je clique, le système le prend en charge et en fait,
exécute notre désir. Vous voyez? Donc il n'y a plus de cette épaisseur de la rencontre où on rencontre quelqu'un, puis qui nous plaît, puis on essaie, puis ça, puis non, puis on se prend un râteau, et puis il n'y a plus ça. Maintenant, c'est en service commandé. Vous voyez? Et c'est là que je dis que c'est ça, tout ça, c'est des phénomènes comme ça, mais qui ne sont pas ponctuels. C'est des exemples ponctuels que je donne, le Bitcoin ou bien les sites de rencontres. Qui sont structurels. Qui sont en fait structurels, qui reflètent en fait l'ensemble de la machine, qui montrent qu'en fait, on ne s'adresse plus à nous. Le système numérique ne s'adresse pas à nous comme à des êtres de confiance, de toutes ces relations d'incertitude et ça. Il s'adresse à nous comme à des êtres que j'appelle libidinaux, c'est-à-dire mus par leur désir et leur volonté, dont le système est capable d'exécuter le moindre désir et volonté. Vous voyez? Donc, on a contourné complètement les relations de confiance qu'on remplace par des relations de sécurité. Je veux un partenaire, etc. Paf, le système me l'offre. Voilà. Sans réflexion, sans jugement, sans échec aussi. Vous voyez? Alors ça fait des espèces d'êtres d'immédiateté, vous voyez, qui sont immédiatement, dont le désir est immédiatement exécuté. Voilà. Eh bien, je trouve que cet aspect-là des choses, eh bien, c'est ça qui, au fond, est l'enjeu éthique majeur de notre monde numérique. C'est-à-dire, c'est ces conséquences vraiment anthropologiques, ces conséquences sur l'esprit humain, c'est ça l'enjeu majeur. Et il y a une chose terrible à ce propos. Et après, je crois. Bon, non, je alors, poserai ma question. non, c'est que, vous voyez, je dois souvent aller faire des conférences. Jamais dans la cuisine. Jamais dans la cuisine, c'est la première fois. Mais, je ne sais pas moi, pour les juristes, pour les médecins, des catégories de professions comme ça. Vous voyez, j'en ai toute une panoplie. Et vous voyez, c'est grâce à ces conférences que m'est apparue la chose, au fond, vraiment inquiétante, au fond, et d'une certaine manière un peu tragique au sens grec. C'est-à-dire qu'on a un destin là qui s'abat sur nous et contre lequel on ne peut rien faire. Parce que si on prend les professions une à une, ils ont tous intérêt, chaque profession a intérêt à la numérisation. Parce qu'il y a des avantages dans tous les domaines, pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les juristes, que sais-je que je sais. Ils ont tous des bonnes raisons de numériser ce qu'ils ont à numériser, de s'en remettre à l'intelligence artificielle, parce que, effectivement, pour plein de choses, c'est mieux. D'accord? Mais le problème qu'eux ne voient pas, parce qu'eux, ils sont pris dans leur profession, vous voyez? C'est là que le philosophe a un regard plus global. Le problème, c'est que si on numérise tout, chaque profession, qui a effectivement intérêt si on ne regarde que la profession, ben on se retrouve dans un monde entièrement numérisé, où toutes les facettes, au fond, de nos expériences, de notre relation au monde, ben, sera numérisée, donc sera automatisée. Donc sera un système qui est capable, dans chacun des domaines de l'existence, d'exécuter nos désirs. D'accord? Marc, je voudrais faire un lien. Oui. Pardon. Vous m'avez tendu une perche parce que vous parlez de profession. Et moi, il nous reste 5 minutes et je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé de la clé de voûte de ce projet des petites cantines. Je pense aux responsables de cantine, c'est-à-dire aux personnes salariées qui tiennent et qui supervisent ce lieu. Et derrière, en fait, à tous les métiers du soin, à tous les métiers du lien dans cette société en déliaison. Quand vous avez parlé des bitcoins tout à l'heure, moi, ça m'a fait penser à Lorraine, notre responsable de cantine. Parce que son rôle en tant que responsable de cantine, c'est d'abord de poser le cadre dans lequel chacun va se sentir bien. Donc de poser les règles du jeu qui vont permettre à chacun de jouer à ce jeu de société et à rentrer dans ce jeu de société. Et donc un cadre, non pas un cadre qui enferme, mais un cadre qui sécurise et qui est libérateur. Donc son rôle est d'abord de répondre à notre besoin de sécurité pour qu'ensuite on puisse répondre à notre besoin de relation. Parce que quand on commence à confondre les deux, quand on commence à aller vers les autres en essayant de répondre d'abord à son besoin de sécurité, et ben on va voir que des gens qui nous ressemblent, que des gens qui nous font des biais de confirmation, etc. Et on reste finalement dans notre cockpit. Et du coup, moi, je voudrais rebondir sur la question des ingrédients, en fait. Aujourd'hui, comment on fait quand on est responsable de cantine ou dans les métiers du soin, les métiers du lien, etc.
pour nager à contre-courant de ce système, prendre le temps des choses, remettre la relation à sa place, etc. Quel est le fil à tirer pour vivre les choses sans se cramer et sans avoir l'impression que ce qu'on fait est dans une impasse? Oui. Elle ne le savait pas, mais j'ai observé Lorraine aujourd'hui, responsable de cantine. Et en fait, j'ai trouvé, je trouve à la réflexion, au fond, cette activité, vous voyez, dans le contexte d'aujourd'hui, qui est quand même ce contexte individualiste, etc., que je décrivais, ben, je trouve cette activité héroïque. Ça a quelque chose d'héroïque. Et je pense que la charge mentale est au fond très lourde. Hein, est au fond très lourde parce que on vit dans une société où, si vous voulez, ce genre d'initiative n'est pas naturel, va à contre-courant, comme vous le dites très bien. Alors, comment faire? La question c'est, au fond, comment faire pour que ça soit plus... Enfin, qu'on n'ait plus besoin d'héroïne, si je puis dire, enfin d'héroïne, on se comprend. Parce qu'il faudrait que ça, en fait, il faudrait que ça devienne, enfin, l'idéal d'une société de confiance, hein, ce serait que ça devienne la norme, en quelque sorte, et qu'il ne faille pas déployer comme ça des efforts quotidiens de ramer à contre-courant pour que ça marche. Et donc, effectivement, c'est un problème que je me suis aussi posé et auquel je réponds davantage dans le deuxième livre ici que dans le premier. Qui est de dire qu'il faut agir à plusieurs niveaux. Moi, je crois que, si vous voulez, encore une fois, la source de tous ces problèmes, de ce courant qui nous emporte dans une direction et contre lequel il faut ramer, hein, c'est une source mentale. D'accord ? C'est cette conception individualiste de l'individu, etc. Je n'y reviens pas, mais c'est quand même... pour moi, c'est fondamental. Vous voyez, on ne changera pas le comportement des individus tant qu'on gardera cette conception de l'individu, tout simplement. Pour une raison toute simple, c'est que, vous voyez, cet individu qui est souverain dans sa volonté, celui qui est né au XIVe siècle, là, cet individu souverain dans sa volonté, il n'a pas d'autre limite que sa volonté. Et regardez ce qui s'est passé dans le Covid, je n'ai pas de meilleur exemple à donner de cela. On lui demandait de porter un masque, et puis il trouvait, enfin pas tout le monde naturellement, mais il y avait cette réaction quand même extraordinaire de dire mais c'est une atteinte intolérable à mes libertés fondamentales de porter un masque, alors qu'il y a un virus qui circule. Vous voyez ? L'individu, cet individu souverain, considère que toute limite qu'on lui impose est une contrainte insupportable. C'est ça la limite mentale. C'est ça l'obstacle mental. L'obstacle mental de nos comportements, si vous voulez. L'obstacle, c'est ce qui fait principalement obstacle au changement. Alors comment vous voulez dire aux gens de voyager moins? Par exemple, j'ai entendu Jankovic hier ou avant-hier qui disait qu'on devrait avoir droit à, je ne sais plus ce qu'il disait, 3 ou 4 voyages par avion dans une vie. Hein, oui, dans une... Non. À vie. Et alors, évidemment, ça suscite des réactions. Moi, je suis assez d'accord avec lui, hein, je dois le dire. Alors, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, ou je ne sais pas comment, c'est un peu difficile de quelle nature est le voyage, pourquoi, comment, etc. Il faudrait voir. Mais oui, je suis pour qu'on se limite. Je suis pour que les city trips ne deviennent pas une habitude. D'accord ? Aller passer le week-end en avion à Barcelone, à Lisbonne ou à Budapest, ça ne doit pas être c'est pas un droit de l'homme, quoi. Je veux dire, il ne faut quand même pas exagérer. Et qu'est-ce qu'il faut protéger, alors ? Ce qu'il faut protéger, c'est, au fond, fondamentalement, c'est d'abord, c'est l'esprit humain. Il faut protéger. Dans ça, mais ça revient un peu au problème du numérique, mais c'est quand même très, très important. Vous voyez, quand on satisfait à tout prix, quand le système numérique satisfait à tout prix la libidinalité de l'être humain, comme je vous l'ai dit, il s'adresse à nous comme des êtres libidinaux, en fait, il s'empare de nos esprits.
Le numérique s'empare de nos esprits. Et quand je dis le numérique, ce n'est pas abstrait, c'est les GAFAM, c'est les grands géants du numérique. Ils s'emparent, ils privatisent notre esprit. Raison pour laquelle, dans mon dernier livre, je propose de déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, exactement comme on l'a fait pour les fonds marins. On a déclaré les fonds marins, les grands fonds, hein, au-delà de 1000 mètres, etc., ça compose 70% de la surface terrestre quand même, on les a déclarés patrimoine commun de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire, on peut aller explorer, on peut même exploiter, mais pour y aller, il faut demander l'autorisation, il faut obtenir l'autorisation de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est une autorité onusienne, qui vous donne l'accord ou pas d'aller explorer ou examiner les fonds marins. Ben, vous voyez, donc en fait, les fonds marins, on ne peut pas les privatiser. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ben, je trouve qu'il faudrait faire, au fond, la même chose avec l'esprit humain. Donc c'est ça qu'il faut protéger. Les GAFAM privatisent notre esprit. En fait, ils s'emparent de notre attention, ils s'emparent de notre intelligence, ils s'emparent etc. Et ils font de nous ces êtres libidinaux qui finalement sont chacun enfermés dans son cockpit. Donc il y a là quelque chose de très fondamental. Alors je dis qu'il faut protéger l'esprit humain, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut protéger cette relation au monde, il faut protéger cette relation d'incertitude, etc. Parce que sinon on devient des robots libidinaux. Le système nous éduque, nous dispose plus exactement, le système nous dispose à être des robots libidinaux, qui sont donc des êtres qui, dès qu'ils ont un désir ou une volonté, voient ce désir et cette volonté exécutés par le système. Le système est à notre service. Et ce qui est d'extraordinairement inédit, c'est que le système est capable de le faire. Et le système est capable techniquement de le faire. Donc en fait, il nous dispose à être comme ça. Ben, il faut protéger ça. Il faut protéger ça. Et alors, je reviens sur l'aspect des petites cantines et tout. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que, encore une fois, il y a plein d'initiatives. Il y en a beaucoup, dans le monde entier, hein. Dans le monde entier, des initiatives qui vont comme ça à contre-courant. Le problème, c'est que ces initiatives sont extrêmement locales, elles sont extrêmement parcellaires, elles sont extrêmement isolées. Alors, il y a beaucoup de gens qui manifestent cette volonté d'aller à contre-courant et d'avoir un monde plus humain, plus relationnel, tout ce que vous voulez, mais ça reste très local, donc très fragile. Parce qu'on est, au fond, si vous voulez, à la merci de la bonne volonté des uns et des autres. Bon, peut-être Lorraine en aura marre quand même, au bout d'un moment, de dépenser tant d'énergie pour ça, etc. Vous voyez, c'est fragile, c'est des institutions, c'est quand même des choses quand même très, très fragiles. Raison pour laquelle je milite depuis longtemps déjà pour une espèce d'institution, voilà, qui fédère en quelque sorte toutes ces initiatives, vous voyez, qui soit un lieu du commun. J'appelais ça naguère une institution du commun, voilà, qui ne soit pas centrée sur la défense des droits individuels, parce que toutes nos institutions actuelles sont structurées autour des droits individuels. Mais quand je dis les institutions, c'est le Parlement français, etc. C'est le sommet de l'architecture normative, c'est les droits individuels. Vous ne pouvez rien faire en France, ni nulle part, qui contrevienne évidemment aux droits individuels. Et dès que vous voulez faire quelque chose, vous voyez, par exemple, vous dites qu'il faut limiter le nombre de voyages en avion, ah mais vous n'y pensez pas, et ma liberté de voyager. N'est-ce pas? Donc il faudrait restreindre la liberté de voyager. On ne peut pas. Donc le Parlement français ne va jamais prendre la décision de limiter les voyages parce que c'est absolument contraire aux droits fondamentaux. Et donc le problème auquel on fait face, c'est que nous sommes institutionnellement bloqués par les droits fondamentaux. C'est pour ça que je disais que les droits individualistes ont été émancipateurs et puis maintenant ils se retournent contre nous. Parce que nous avons les droits individualistes en fait, toute cette éthique libérale individualiste nous mène en fait dans le mur, puisque en fait c'est le nombre des comportements, c'est l'accumulation de toutes ces libertés particulières qui font que chacun fait son city trip, chacun a une ou deux voitures, chacun, etc., etc. C'est l'accumulation de toutes ces petites libertés qui crée des effets systémiques catastrophiques, le changement climatique. Sauf que pour lutter contre les effets systémiques, les droits individuels, ça ne suffit pas. On ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique en accordant un droit supplémentaire aux individus. Ça n'a pas de sens. Il nous faut autre chose. Il nous faut une espèce de droit commun
une institution du commun qui dise que ben voilà, on peut plus voyager autant, il y a un quota de voyage, un quota de carbone, que sais-je, enfin il y a mille formules et c'est certainement pas à moi de la donner, mais le point c'est qu'il faut arriver à dépasser cet individualisme individualiste, mais on ne peut pas le faire avec les outils que nous avons actuellement, qui sont tous des outils individualistes. Donc faire émerger un nouvel outil institutionnel pour protéger l'esprit humain et peut-être que ça passera par le faire reconnaître patrimoine commun de l'humanité. Un immense merci à vous, Marc Hunyadi, pour cette conversation dans la cuisine. Merci pour vos qualités pédagogiques. Merci pour votre clarté. Merci pour la clarté de votre intervention. Merci à Loïc Renard et les aubergistes lyonnais qui vous a offert le gîte à Lyon et à toute l'équipe des petites cantines Vieux-Lyon qui nous accueille. Merci à Camille qui a supervisé le calage logistique. Merci à Kevin et Corentin pour la captation vidéo. Ils sont du studio Les Fascinés, c'est des jeunes, il faut les soutenir. Je fais un énorme clin d'œil aux petites cantines Mâcon qui ouvrent leurs portes demain. C'est toujours une joie d'avoir une nouvelle naissance dans la famille. Bravo à l'équipe de Mâcon. Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre le réseau des petites cantines, soit vous poussez la porte d'une petite cantine à côté de chez vous. Vous retrouverez toutes les adresses sur le site internet www.lespetitescantines.org. Soit il n'y a pas encore de petite cantine à côté de chez vous. Et dans ces cas-là, vous pouvez en monter une ou un projet qui ressemble. Et dans ce cas-là, on pourra vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Celles et ceux qui ont déjà monté un restaurant participatif vous mettront à disposition leur boîte à outils et surtout, vous insuffleront de la confiance et ça n'a pas de prix. Mais avant de poser le micro, je vous propose non seulement d'applaudir Marc Hunyadi, mais aussi Lorraine Boisier et derrière tous les responsables de cantines de réseau et derrière tous les métiers du lien et du soin parce que ce sont eux les héros du quotidien. Merci à eux.